communauté, donc dans notre série d'interviews d'enseignants et enseignantes avec différents parcours, différents profils. Je suis ravie d'avoir aujourd'hui Florent Nouguez, qui est enseignant en petite section. Il est aussi formateur numérique. Il a créé un site web avec des défis et activités Bibot, par exemple, mais pas que. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que tu utilises Jack la souris et Cubetto, entre autres, par exemple. Donc voilà. Florent, tout d'abord, je te laisse te présenter et nous raconter en fait comment tu es tombé dans le monde de la robotique éducative. D'accord. Alors, rapidement, donc, je suis Florent Nouguez, je suis enseignant depuis 2002 en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est la région qui est autour de Paris, plus exactement au sud de Paris, en Essonne. J'ai débuté en maternelle il y a très longtemps, en 2002. Puis ensuite, j'ai enseigné dans le milieu spécialisé auprès d'adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap moteur. Ensuite, je suis devenu formateur numérique pendant 3 ans, avant de revenir en maternelle en 2017. Et alors, plus exactement, j'enseigne auprès des moyens grands, puis des grands. Donc, les moyens grands, ils ont 4, 5, 6 ans. Et là, j'ai uniquement les grands de maternelle. C'est les dernières années de maternelle. Voilà. Pourquoi à un moment, j'étais donc formateur numérique et je suis revenu en maternelle parce que j'ai appris de nombreuses choses autour de la maternelle et du numérique. Et j'avais envie d'éprouver sur le terrain ce que j'avais appris. Voilà. De transposer de la théorie à la pratique. Très bien, Florent. Et la robotique éducative dans tout ça, du coup, tu es tombé dans la marmite? Alors, lorsque j'étais référent numérique, formateur numérique, vers 2015-2016, on nous a présenté des robots, en particulier Bibot. On nous avait présenté aussi en parallèle le programme Scratch et Scratch Junior, vous connaissez. Voilà, j'ai eu un coup de cœur sur Bibot. Et avec certains de mes collègues, on a mis en place des actions de formation. Par exemple, on a accompagné une école maternelle qui était volontaire pour découvrir les robots de sol. Donc, avec mes collègues formateurs, on avait construit une séquence pédagogique pour les petits, moyens, grands, les 3 ans, 4 ans, 5 ans, des documents imprimés comme des planches de déplacement, des flèches, des fleurs, des routes pour la bibotte. Voilà mon entrée dans le monde de la Dans la robotique. robotique. En 2000. Et puis, tu as dit dans ta description, en fait, que tu avais travaillé avec des élèves avec un handicap moteur. Du coup, je me demandais, en fait, si tu as pu faire de la robotique avec des élèves avec ce profil-là, en fait. En fait, tout simplement, je ne connaissais pas à l'époque. Alors, par contre, on avait D'accord. des ordinateurs, alors on faisait de la vidéo en fait à l'époque. Ils construisaient leurs cours avec un micro, avec Audacity, si vous connaissez, Oui, Movie Maker à l'époque. Et voilà, je ne connaissais pas les robots à l'époque. très bien. Oui, compris. Passons à la question suivante. Donc, bon, voilà, la robotique chez les tout petits, en fait, quels sont, on va dire, les plus-values, les attraits d'utiliser des robots avec les tout petits? Ce que je remarque, c'est toujours une très grande joie chez mes élèves quand ils manipulent des robots. Je leur confie le robot, alors je leur explique quelques règles de fonctionnement. Et donc, ils ont une mission. Par exemple, le robot doit rejoindre sa ruche, où il doit butiner une fleur ou 2 fleurs, où il doit casser un mur de briques. Et ça, ils adorent. Donc, ils réfléchissent aux instructions, ils testent, ils corrigent, parce que parfois, on n'y arrive pas. Souvent, on n'y arrive pas du premier coup. Et ils sont toujours très, très joyeux quand ils réussissent une mission. Voilà. Et je pense, d'un point de vue pédagogique, maintenant, que le robot dédramatise le fait d'avoir faux, de faire des erreurs. Voilà, je prends un exemple. Un élève répond à une question sur une fiche écrite, par exemple en mathématiques, dessine, je sais pas, 3 fleurs ou 8 fleurs. Peut-être que l'élève peut se tromper. Alors certes, on peut dire oui, on va gommer, enfin, l'élève va gommer, mais gommer, ça nécessite un certain effort. Il reste parfois des traces et ça peut provoquer un certain blocage chez certains élèves parce que la réponse est figée. Voilà. Et en plus, on a ensuite l'enseignant qui arrive, qui dit c'est bon, c'est pas bon, il corrige, peut-être pas aussi le rouge, mais voilà, il corrige, tout est figé. Alors qu'avec le robot, en fait, l'enseignant, ça devient un tiers et l'enfant, il voit tout de suite s'il a bon ou pas bon. Il n'a plus besoin de l'enseignant pour dire oui, tu as réussi ou tu n'as pas réussi. L'enfant le voit par lui-même et naturellement, il reprend le robot, il corrige ses instructions et pour avoir bon ensuite. Et finalement, là, l'enseignant, il devient quelqu'un qui accompagne l'enfant. Il n'y a pas de jugement de l'enseignant. Mhm.
de l'enfant par l'enseignant, puisque l'enfant, il a la correction automatique devant ses yeux. Il n'a plus besoin de dire maître, maître, j'ai fini. On voit bien que si tu as réussi ou pas. Voilà. Oui, donc en fait, l'évaluation, c'est par essai-erreur et puis il est donné tout de suite par l'objet lui-même, c'est-à-dire le robot. Ouais, voilà. Mhm. Et voilà, s'il y a des difficultés, c'est des difficultés qui sont agréables finalement, c'est dans la gestion de l'enthousiasme des enfants. Voilà, quand ils découvrent les robots, ils veulent tous y jouer. Donc, c'est mieux d'avoir plusieurs robots. Moi, j'ai plusieurs souris robots, Jacques la souris robot. Et donc, je fais des tours, hein. Moi, je fonctionne par atelier. Ce qu'on appelle atelier, c'est on va fonctionner avec 4, 5 ou 6 enfants. Et l'enfant qui veut absolument y jouer, je lui dis, si tu ne joues pas ce matin, tu joueras cet après-midi ou après la récréation, ou au pire, le lendemain. Et voilà. Et en général, je mets un robot pour 2 ou 3 enfants. Et puis, au sein de ces 3 enfants, je leur explique très rapidement au début. D'abord, c'est toi, Émilie. Ensuite, c'est toi, Thomas. Ensuite, c'est toi, Julie. Ils savent très bien à qui c'est le tour. Voilà. Et Florent, est-ce que là tu parlais de travailler sous forme d'atelier, donc par 3, 4 élèves. Est-ce qu'une enseignante en maternelle ou en petite section qui a une classe de, je sais pas, 20 à 24 élèves, est-ce qu'elle pourrait faire d'autres activités autres que sur atelier, c'est-à-dire faire avec les 20 élèves? Comment tu vois la chose? Je fais un peu la grimace. En fait, je réfléchis. Je l'ai vu Mhm. quand j'étais formateur, on pourra en parler après, où j'avais accompagné une enseignante en CP. où elle s'était débrouillée pour mettre, je crois, tout le monde en activité. Donc, elle avait une classe de 20, plutôt 24 élèves. Alors, de mémoire, je ne sais plus, il y avait peut-être une souris pour 3 ou 4 robots, mais voilà, ça nécessite un certain matériel. Mhm. Après, moi, je préfère avoir un groupe. En ce moment, je fonctionne avec une demi-classe avec 10 élèves pour avoir vraiment une vue sur tout le monde et pour pouvoir aider tout le monde au plus près. Je pense que, enfin, c'est pas, je pense que c'est possible. Je l'ai vu en classe de CP où tout le monde était en activité avec le robot. Très bien. Et puis, tu sais, tu disais, on met un élève, 2 élèves, 3 élèves par souris, par robot. Est-ce que le partage se passe bien? Comment? Parce que j'imagine, chez les tout petits, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, je me demandais, est-ce que ça fait partie de l'apprentissage de partager un robot? Ça fait partie de l'apprentissage, mais là, pour le coup, c'est quelque chose qui se passe facilement à partir du moment où moi, j'ai donné un roulement. Mhm. Et Mhm. j'ai jamais eu de problème. J'ai parfois des élèves qui sont difficiles, mais là, pour le coup, quand je donne la règle où c'est toi d'abord, puis toi, puis on revient à toi, hein, j'ai jamais eu de problème. Très bien. Ils comprennent très bien. Florent, sur Twitter, quand on a communiqué, tu m'as envoyé le lien de ton site web, Classe de Florent, avec, euh, on va dire, des jeux et des exercices interactifs avec la Bibot, Bluebot. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce site web? Comment t'es venue l'idée de le faire? Qu'est-ce qu'il contient? À quoi il sert finalement? D'accord. Alors, j'ai créé classedeflorent.fr en 2014. Ça avait un autre nom à l'époque. À l'époque, c'était lorsque j'étais enseignant auprès de mes élèves en situation de handicap moteur, où je voulais faire des exercices automatisés en français et en mathématiques. J'ai gardé ce site par la suite, et quand je suis devenu référent numérique, quand j'ai vu la Bibotte, quand j'ai eu ce coup de cœur, j'ai cherché des applications pour manipuler la Bibotte de façon virtuelle. Ça existait, mais pour moi, c'était pas toujours soit très joli ou très. Au niveau du design, c'était pas satisfaisant pour moi. La jouabilité n'était pas non plus formidable de mon point de vue. Et Mhm. je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, dans ce défi. Alors pour moi, c'était un triple défi. C'était déjà réaliser un programme qui soit donc attrayant visuellement, qui soit facile à jouer et qui laisse une part d'initiative à l'utilisateur. Donc, j'ai créé plusieurs choses en même temps. La première chose, c'était c'est la mission des 30 fleurs, je crois. Le défi Mhm. des 30 fleurs où le robot a 10 missions différentes qui sont progressives, où il doit butiner 3 fleurs à chaque fois. Donc ça, c'était le premier programme, classique entre guillemets. J'ai créé aussi un entraînement libre, où on pouvait mettre le robot où on voulait dans le jardin, l'espace du jardin, et on pouvait le manipuler librement. Et à l'époque, j'étais influencé par, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai oublié le nom, Mario Maker. Mario Maker, c'était un jeu de Nintendo où on pouvait créer son propre niveau de Mario. Mhm. Et ça, très ingénieux.
Et je me suis dit, je vais essayer de faire pareil pour Bibot. Donc, c'est devenu Bibot Maker, où l'utilisateur place les 3 fleurs où il veut dans le jardin de l'application. Il place la bibotte où il veut. Il prouve que sa solution est possible en 20 ou 30 coups. Et une fois qu'il a prouvé que sa solution était possible, il peut partager son niveau à qui il veut. C'est-à-dire avec un simple lien, on crée son propre niveau et puis on le partage à ses élèves, à qui on veut. Voilà. Et puis, j'ai oublié, je ne l'ai pas mis directement, j'ai mis un éditeur pour les enseignants pour générer des grilles à imprimer. Peut-être qu'il faudrait que je le mette dans l'espace Bibot parce qu'il passe un peu inaperçu. Et finalement, Ça, c'est des petites améliorations que tu fais au fur et à mesure, suivant les retours, j'imagine, des utilisateurs. exactement. Et je suis content d'avoir fait ce triple travail en 2016 parce que mon site n'était absolument pas connu avant. Et c'est grâce à Bibot qu'il a pris du galon, qu'il a eu du succès en France et beaucoup au Canada, en particulier au Québec et dans l'Ontario, où il y a des organismes officiels qui mettent en avant mon travail. Donc, j'étais fier, je suis toujours fier. Voilà. Et effectivement, Bah oui, c'est valorisant de voir que ton travail est repris par d'autres formateurs, d'autres enseignants. ouais. Et je crois que 2 ans plus tard, j'ai fait Babybot pour les plus petits. Parce que voilà, j'arrivais en maternelle, je me suis dit, peut-être que mon jeu, c'est un peu dur pour des maternelles. Mhm. Le défi des 30 fleurs, je pense qu'il est adapté pour des CP, CE1 ou C2. Alors, quand je dis ça, c'est des 6, 7, 8 ans. Et donc, j'ai fait Babybot pour les plus petits, où l'espace est plus petit et il n'y a qu'une seule fleur à butiner. Mais même avec ça, si le robot est à l'envers, enfin, s'il n'est pas dans le bon sens, ça demande une certaine réflexion. Donc, j'ai fait ça, je crois, vers 2017-2018. Et l'an dernier, j'ai fait 3 jeux. J'ai fait Escarbot, c'est un enseignant autour de Nice qui m'avait proposé ce jeu. Donc, le robot devient un escargot et c'est pas une révolution, mais l'amélioration, c'est qu'il laisse une trace de ses déplacements. Comme ça, c'est peut-être un peu plus facile de se corriger. Donc, j'ai fait Escarbot. J'ai traduit aussi en anglais parce que je me suis dit, il y a beaucoup de Canadiens francophones qui apprécient ce jeu, donc pourquoi pas des Canadiens anglophones, voire même un public américain. Et ensuite, j'ai travaillé avec une enseignante qui s'appelle Séverine Hautebourg, qui a écrit un livre, un manuel qui s'appelle J'apprends à programmer un robot. Donc, on me l'avait donné, donc j'ai trouvé super intéressant. Je lui ai dit, et puis elle m'a dit, pourquoi pas faire une extension numérique? Oui, ok. Donc, j'ai quand même mis 1 an à le faire parce que j'avais différents projets en même temps. Et puis, ça a donné la tournée des fleurs. Voilà. Donc, le principe de ce jeu, donc c'est elle qui a eu l'idée, puis moi, je l'ai transposé de façon numérique, c'est le robot doit butiner d'abord la fleur bleue, puis la fleur rouge, et ne surtout pas aller sur le frelon. Voilà, donc ça c'est sur mon site, il faut regarder. Et je l'ai sorti en décembre 2022 et c'est devenu tout de suite il était numéro 4 sur mon site, mais très rapidement, alors que d'habitude, quand je fais un jeu, il y Ça a... prend du temps à qu'ils prennent la sauce. Alors là, d'un coup, j'ai vérifié les stats entre janvier et mars 2023, il est numéro 4 sur mon site, il est même devant mes anciens jeux Bibot. OK. Donc, Comme quoi. pas d'autres améliorations, mais d'autres jeux par la suite. Je pense que Séverine est d'accord sur le principe. Moi, je suis d'accord sur le principe. Je vois qu'il y a du succès. Donc, alors ça me demande du temps, hein. Le premier Bibot, j'ai peut-être mis 2 ou 3 semaines à temps plein, quasiment. Pour pouvoir le faire. Escarbot, c'est pareil. L'an dernier, en janvier, j'ai peut-être mis au moins 2 semaines à temps plein. Et pareil, ça prend un peu de temps. Donc, de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans, j'essaie de sortir Quelque chose de pour aller nouveau. encore plus loin. Voilà. Et puis Florent, tu sais, c'est très d'actualité aussi ce sujet des écrans et puis la peur qu'on peut avoir de mettre des enfants devant un écran, euh, surtout les tout petits. Euh, Comment tu vois la chose ou quel est ton positionnement? Euh, voilà. Je- Alors, je me suis intéressé à cette question. En fait, j'ai passé un diplôme de formateur CECAFIPEMF en France, et donc je me suis intéressé à cette question et j'ai vu que l'Académie des sciences en France avait sorti un rapport qui s'appelle L'enfant et les écrans de mémoire. Et dedans, il y a Tisseron, j'ai oublié son prénom, Mhm. Serge Tisseron. Serge Tisseron, merci, qui a participé à ceci. Alors,
Serge Tisseron, il propose des repères 3, 6, 9, 12 ans. Les repères, ce n'est pas d'écran avant 3 ans. J'ai un trou de mémoire entre 3 et 6 ans, mais je peux entrer dans le détail parce que justement, j'ai des élèves qui ont entre 3 et 6 ans. Ce qu'ils préconisent, ce qu'ils proposent en tout cas, c'est qu'on peut laisser l'enfant sur une application que nous avons choisie, bien entendu. On est maître de la tablette ou de l'écran. Et ce qui est important, c'est le dialogue qu'on peut avoir avec l'enfant. Alors, sur un temps limité, on va laisser l'enfant 10, 15 minutes, suivant l'âge. Et ensuite, on va faire un bilan avec lui. Et le fait de faire un bilan avec lui, ça va réorganiser ce qu'il a dans sa tête. Parce que quand il est sur tablette, eh ben, c'est quelque chose d'automatique où vite, il faut cliquer, vite, il faut appuyer. Et c'est quelque chose de narratif qu'on va construire avec l'enfant en lui parlant, en lui posant des questions. Voilà, ça va remettre des choses en place dans sa tête. Et ça permet aussi de voir l'intérêt des écrans. Et puis, j'ai envie de dire, ce que l'enfant fait à la maison, on va dire, ça, c'est le rôle des parents. Et nous, ce qu'on va proposer à l'école, c'est pas d'aller sur YouTube Kids, et encore, il peut y avoir des choses intéressantes sur YouTube ou YouTube Kids. Mais voilà, moi, du coup, c'est des applications que j'ai fabriquées. Donc, je sais très bien ce qu'il y a dedans. Il y a un mode enfant, donc ils ne peuvent pas aller autre part, ils ne peuvent pas aller sur Internet. Voilà, ils vont uniquement aller sur des applications que j'ai fabriquées, sur le nom des lettres, justement sur Escarbot, j'ai fait une application. J'ai fait une fabrique de phrases où l'enfant sélectionne des mots pour construire des phrases. Et j'ai fait en sorte aussi que l'enseignant puisse avoir accès à un bilan sur pas mal des applications. Quand l'enfant fabrique une phrase sur une de mes applications, il y a un bouton pour voir toutes les phrases que l'enfant a pu fabriquer. Ou quand l'enfant joue au jeu où il entend le nom d'une lettre, il doit appuyer sur la bonne lettre, et il y a un système d'étoiles où je sais très bien s'il a réussi du premier coup ou pas du premier coup. Donc, ça permet un peu une de… espèce de contrôle en fait de l'activité que l'enfant fait. Exactement. Et ça arrive une fois en 3 ou 4 ans où un enfant faisait, entre guillemets, n'importe quoi, il appuyait sur tous les boutons. Je lui ai dit, ça se voit. Donc, la prochaine fois, non, tu ne feras pas ça. Tu vas réfléchir avant d'appuyer sur tous les boutons. Parce que là, je vois très bien que tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pris le temps de réfléchir. Très bien. Et Florent, tu sais, beaucoup d'enseignants peuvent se sentir un petit peu intimidés de se lancer dans la robotique, peut-être aussi auprès de petits. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Ça, c'est une des questions, mais aussi toi, en tant que formateur, quand tu arrives, quelle est la perception que tu as de la perception que les enseignants ont de la robotique? Alors, il y a plusieurs choses. Alors déjà, le conseil, et c'est un conseil que je me suis appliqué quand je suis revenu en classe, parce que voilà, pendant 3 ans, je n'étais pas en classe, et même avant, j'étais auprès d'un public en situation de handicap. Donc, en 2017, quand j'ai voulu tester les robots, en France, on a ce qu'on appelle les APC. C'est un temps où on a 4, 5, 6 enfants en même temps seulement, sur le temps du midi ou après la classe. Et là, pour moi, c'est un temps idéal pour tester des activités comme la robotique. Donc, effectivement, je n'étais pas forcément à l'aise en 2017 quand je suis revenu en classe maternelle, mais je voulais absolument faire des robots. Donc, j'ai d'abord testé mes séances auprès d'un petit groupe d'enfants avant de généraliser avec un système en atelier. Ensuite, tu avais posé une autre question. Oui, excuse-moi, j'ai posé deux questions même coup. C'était, toi, tu arrives à donner les formations, donc en fait, tu vois un petit peu comment les enseignants, ils arrivent, avec quelle perception ils arrivent concernant la robotique éducative. En gros, je te demande ta perception de la perception que les enseignants, ils ont quand ils arrivent à tes formations. Alors, je vais plutôt raconter ma façon de présenter les robots. J'ai présenté les robots à ce qu'on appelle des réunions de directeurs. Dans les écoles, on a des directeurs et parfois il y a des réunions où le formateur arrive et propose des nouvelles choses. Et tout simplement, ce qu'on appelle les animations pédagogiques, c'est des actions de formation, on a des enseignants. Et à chaque fois, voilà, j'arrivais avec cet objet robot et je voyais des petites étoiles dans les yeux, souvent. Je montrais rapidement comment ça fonctionnait. Et le must, c'est quand les enseignants eux-mêmes pouvaient manipuler ce robot. Donc, je préparais des défis comme je pouvais faire à des élèves. Et pour les plus enthousiastes, je pouvais leur proposer d'aller en classe avec eux. Donc, au début, ça pouvait être moi qui
prends en main un groupe d'élèves et je montre à l'enseignant, l'enseignante, qui a peut-être besoin d'être rassuré, qui a besoin de se projeter. Et s'il voit quelqu'un qui est habitué à manipuler les robots et à faire des activités avec les enfants, avec les élèves, cet enseignant qui se posait des questions, ça va l'aider à se projeter, à se dire « Ah oui, effectivement, je pourrais m'organiser de telle ou telle façon. » Et voilà, donc, quand j'étais formateur, je me souviens, donc on a accompagné toute une école maternelle, j'ai accompagné une enseignante en CP, ou sinon, je donnais il y avait des enseignants qui étaient beaucoup plus à l'aise, tant mieux pour eux, hein, et où on leur donnait simplement les ressources qu'on avait pu construire à l'époque. Très bien. Écoute, Florent, moi, je pense que j'ai un petit peu l'overview de tes activités, de tes expériences, de ton contexte. Il se peut que je n'ai pas posé une question ou une thématique que tu aimerais aborder. Donc, est-ce que tu as envie de partager autre chose avec notre communauté? Je réfléchis sur les robots. Pas spécial. Enfin, j'ai découvert Cubeto. J'ai pas parlé. Oui, je suis parti de Bibot et finalement j'utilise Jacques la souris robot. Alors c'est d'abord pour des questions financières parce que la Bibot elle doit coûter en euros, hein, entre 20 et 90 euros je crois, et la Bluebot est encore plus chère. Alors je sais pas combien elle coûte en Suisse. Alors que Jacques la souris robot, de mémoire, elle doit coûter peut-être 30 euros. Alors Jacques la souris robot et la Bibot et la Bluebot fonctionnent de la même manière. Ça avance, ça recule, ça pivote à gauche, ça pivote à droite. Mais peut-être que la Jacques la souris robot est plus fragile, hein, forcément pour le prix. Donc, voilà, je donne des règles assez strictes, hein, à mes élèves. Voilà, vous avez la chance de jouer avec des robots. Par contre, vous ne devez pas faire comme ça avec le robot, c'est-à-dire on prend le robot et on s'amuse à faire comme ça. Non, ce n'est pas possible, ça va casser les roues. J'imagine qu'avec la Bibot aussi, hein, ça va casser les roues. Mais je fais vraiment très attention à donner les règles d'utilisation à mes élèves. Okay. Et voilà, la différence entre Bibot et Jacques la souris robot. Et j'ai eu la chance, on m'a prêté Cubeto, c'est une société qui s'appelle EasyTis, qui m'a gentiment prêté Cubeto. Donc, Cubeto, c'est un cube, hein. Et au lieu d'appuyer dessus pour lui donner des ordres, on a une station à part avec un système de flèches qui suit toute une ligne. Et j'avais peur que ça soit un peu trop abstrait pour eux, mais finalement non, avec des défis progressifs où d'abord Cubeto doit arriver dans sa ruche, où c'est tout droit, puis un peu plus loin, puis à un moment Cubeto doit pivoter. En étant progressif, mes élèves ont bien compris aussi le coup de la station où ils doivent mettre les flèches petit à petit. Ça ne leur a pas posé de problème et ça permet une Ils se meilleure sont bien appropriés en fait de l'outil. et rapidement. OK. C'est un retour d'expérience. On m'avait un peu interrogé là-dessus. Retour d'expérience avec des enfants de 5 ans dans un… Alors nous, c'est ce qu'on appelle la REP+. La REP+, on va dire que c'est un milieu social pauvre, voilà, pour simplifier. Ils ont très bien compris le fonctionnement de Cubeto. Donc, alors, ça coûte cher, hein, par contre. Là, on l'a prêté, hein, j'ai la chance. Mais si on a l'occasion d'utiliser Cubeto en maternelle, je trouve ça super. C'est clair qu'il y a aussi, comme tu dis, l'accès aux robots eux-mêmes, où des fois, ça peut poser problème. Le budget de chaque école ou le souhait d'avoir tel ou tel robot qui coûte et qui a des avantages, désavantages. Je trouve intéressant aussi d'aborder cette problématique. Écoute, Florent, moi, j'ai tout. Je te remercie chaleureusement vraiment du temps que tu as pris pour cette interview. Notre communauté te remercie et on te dit à la prochaine, hein. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Hop.